non, parents, vous voulez que vos enfants subissent, parce que c'est le mot qu'il faut employer, des cours d'éducation sexuelle pornographique qu'elles condamnent par ailleurs à partir de l'âge de 12 ans. Enfin, à 12 ans, on reste un bébé. Moi, je ne veux pas d'éducation sexuelle du tout à l'école, jusqu'à la fin de la terminale et au-delà. Je pense qu'une école est devenue une fausse école à partir du moment, et je vais employer le terme vulgaire parce qu'il n'y a que comme ça parfois qu'on se fait comprendre, l'école est devenue une fausse école à partir du moment où on y intègre un enseignement sexuel dans les murs. Qu'est-ce que tu répondrais à certains de nos amis qui nous disent oui, mais quand même, le fait que cette éducation sexuelle, ça permet de protéger les enfants par rapport aux pédophiles ou d'apprendre des choses sur son corps ou j'en sais rien. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Parce que j'ai des amis sincères, bon, qui comprennent pas spécialement, mais bon, qui me posent parfois cette question. Eh bien, ils se trompent. Moi, je vais très bien m'expliquer là-dessus. Au contraire, l'éducation sexuelle prépare l'enfant à la coucherie avec l'adulte. Et lorsque l'enfant, ayant couché avec l'adulte, par exemple son père ou sa mère, viendra se plaindre dans un tribunal, si tant est qu'il lui fait confiance à ce tribunal, ce que je conseille à personne d'y aller, mais bon, c'est une autre histoire, eh bien, on conclura, le juge dira, mais votre enfant savait ce qu'il faisait, puisqu'il a employé les termes savants qui décrivent, au moment où la police l'a interrogé, ce qui lui est arrivé. À partir du moment où il décrit en termes, je dirais, professionnels, ce qui lui est arrivé, on parlera du consentement de l'enfant. Donc, l'éducation sexuelle est faite pour préparer les enfants à accepter des choses, et les parents également, qu'ils n'auraient jamais acceptées justement dans leur prime nature, c'est-à-dire dans l'ignorance qui les protégeait. Parce que figure-toi que l'innocence protège. Parce que l'enfant, sa pudeur, je dirais naturelle, son innocence primordiale, fait qu'il va être en suspicion ou en sidération par rapport à un adulte prédateur. Mais il sera au moins pas complice. Parce que là, on pourra, en lui apprenant des choses, et c'est extrêmement pervers, faire même déduire à l'enfant, comme ils veulent le faire dans la méthode globale, ce que veut l'adulte sans que l'adulte ait besoin de le demander, de manière claire et nette. C'est-à-dire qu'un enfant pourra comprendre, je ne sais pas comment le dire, que cet adulte en face de lui veut une fellation, alors même que celui-ci n'aura pas prononcé le mot, mais aura simplement mis l'enfant dans une situation avec un certain nombre de mots-clés, le gosse va comprendre. Alors qu'avant, il ne peut pas le comprendre lorsque cette éducation sexuelle n'a pas eu lieu. De surcroît, la sexualité, c'est un domaine qui est particulièrement périlleux, parce qu'elle est excitante. C'est-à-dire qu'on a des cours dans des classes mixtes, d'enfants qui sont mélangés et dont on ne sait pas ce que les uns et les autres vivent, ce que les uns et les autres comprennent. Mais on sait que parler de sexe, ça excite. Ça peut même exciter le prof qui en parle. Donc on met des gens, des enseignants, des enfants, dans une situation, je dirais, d'excitation sexuelle qui va déboucher à quoi? À certainement pas la protection de l'enfant face aux pédocriminels. Moi, je dirais, ça va surtout déboucher sur une consommation sexuelle effrénée qui peut démarrer d'ailleurs entre les enfants, et ça se fait de plus en plus, et qui peut évidemment toucher les rives de la vie des adultes et donc la pédocriminalité. Ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, en affichant pour objectif qu'on va rentrer dans cette lutte contre les violences sexuelles et l'inceste, il faut quand même être clair aussi avec les familles qui nous regardent. Aujourd'hui, ce qui ne va pas en France, c'est la loi. C'est-à-dire que vous avez une impunité des agresseurs qui fait que jamais les violeurs d'enfants sont punis. Donc il faut remettre la loi à sa place et recueillir aussi, avoir un espace de recueil de la parole de l'enfant. Mais c'est toujours pareil. On nous dit, justement, ces séances EVARS vont permettre de participer à cette mise en place pour faciliter la révélation. Mais la réalité, c'est que cette révélation, quand elle est faite, qui les prend en charge, ces enfants-là? Il y a d'ailleurs un article récent dans le 20 minutes que j'invite tout le monde à regarder, qui est complètement ahurissant, parce qu'il est titré « Les VARS sauvent des vies », où on nous dit que justement, ça va permettre la révélation. Et d'un autre côté,
Vous avez des enseignants qui vous expliquent que, parfois ils ont pas signalé parce que, c'est délicat, parce que, ou alors qu'ils l'ont fait, mais ils savent pas du tout ce que ça devient et ils savent que, l'enfant est resté, dans les mains des agresseurs. Enfin, vous voyez? Parce que dans les faits, il y a pas de personnel formé. Dans les faits, il y a une médecine scolaire qui est complètement désertifiée et que si on voulait vraiment prendre en compte la parole de l'enfant, dans ce cas-là, il faut rééquiper, en fait, chaque établissement scolaire de cette médecine scolaire pour qu'il y ait un espace à dire identifié par l'enfant en début de chaque année, à qui on expliquera effectivement que son corps, c'est son corps, qu'il est interdit de le toucher, que ça soit par un adulte, par un enfant ou quiconque, et que si jamais il lui arrive une chose de ce genre-là, eh bien, il sera ici, à cet endroit identifié, en mesure d'être entendu, d'être cru et d'être pris en charge. Alors, dans les médias, mainstream, le programme, Evras est souvent présenté, comme irréprochable. Or pourtant les mots, d'Elisabeth Borne révèlent, une autre réalité, puisqu'elle dira: «Les critiques ont été entendues et ont permis au texte d'évoluer». Donc, c'est un aveu, qui montre d'une part que le programme initial, posait problème et d'autre part, qu'il a dû être modifié en réponse aux inquiétudes. De plus, rappelons, qu'il y a pas si longtemps, des drag queens ont été invités à faire des lectures pour enfants. Alors c'est pas, forcément à l'école, hein, c'est des mairies, qui invitent, mais ça fait peur, hein. C'est les Tu te dis: «Bon, tu envoies ton enfant à l'école, on va». J'espère que, il y aura pas ce genre, d'initiative. Ça d'ailleurs, ça avait été interdit par la mairie de Toulouse. Alors, voilà, ça soulève, des questions cruciales. Est-ce que ce genre d'événement, organisé par des personnes, on ne sait pas qui c'est, des organisations extérieures, on ne sait pas qui c'est, pourrait, se produire dans le cadre de l'EVRAS, dans les écoles, collèges ou lycées? Comment ose-t-on relever ceux de Kinsey? Qui a supervisé son travail? Ce sont des pédophiles, alors je dirais pédocriminels même, qui disent que leurs victimes ont joui, et ce sont leurs assertions qui justifient toute la politique d'éducation sexuelle à l'école. L'un des anciens collègues de Kinsey, que le journaliste avait interviewé dans son film, lui avait d'ailleurs avoué: si nous éduquons les enfants au sexe, alors ils aimeront le faire avec nous. Voilà, tout est dit, Cette tout phrase est résume tout ce qu'on est en train de vivre. tout est dit, Si tout est vos dit. enfants apprennent l'éducation à la sexualité à l'école, c'est pour qu'ils soient plus malléables pour les pédocriminels. C'est pas pour Absolument. lutter contre la pédocriminalité. Ça, c'est le contraire de ce qu'on veut vous faire croire. C'est ce qu'on veut vous faire croire, justement. Mais c'est le contraire qui se passe. C'est pas parce qu'on va apprendre à une gamine de 4-5 ans qu'on peut se foutre un doigt dans le cul ou qu'on peut lécher le gland de son partenaire, parce que c'est ça aussi qui est appris. Mais Qui est c'est appris. ça qui leur Là, manque. là, ce que je dis, c'est presque soft à côté. C'est-à-dire que Marc Dorcel, c'est un petit joueur à côté. C'est-à-dire que Absolument. là, on apprend à nos gamins, en fait, à être des victimes de pédocriminels. Et ça, c'est intolérable. Et tous ceux qui Attends, on leur cautionnent apprend ça, pas seulement à être victime, on leur apprend également à être prédateur. Parce que un petit garçon, on a plusieurs cas, il y en a des wagons, mais il y en a plusieurs qui ont été répertoriés, d'un petit garçon qui viole une petite fille et il le fait à la sortie d'un cours d'éducation à la sexualité. Il n'y avait jamais pensé, il sort de là, il est en pleine érection alors qu'il n'est pas l'âge, il est tout petit, mais on lui a déclenché à la fois le désir et l'image, le désir et le besoin, et il passe à l'acte. Pourquoi il ne passerait pas à l'acte à partir du moment où on a exclu la morale? On a exclu de dire c'est bien ou c'est mal. De dire c'est bien ou c'est mal, ça devient mal. Voilà, il ne faut plus parler du bien et du mal. Il faut parler que de j'avais envie, voilà, j'ai bien le droit. Non, non, non. Les rapports entre les gens, c'est pas j'avais envie, j'ai bien le droit. Non, il y a des tas de choses dont j'ai alors envie pour et une fois répondre que j'ai le droit, c'est ce que j'ai à envie. Marc Quoi. Girodel, non, tout le monde ne le sait pas, déjà. C'est pas parce que vous êtes sur la chaîne YouTube que tout le monde le sait. Certains vont peut-être l'apprendre ce soir. Et il faut le marteler. Oui, je sais, jusqu'à gueuler s'il le faut, parce que ça suffit. Je sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants ou quoi que ce soit, mais même si vous n'en avez pas, faut penser à l'avenir, parce que l'avenir, ça va être des gens qui vont être aussi hypochondriaques que Michel Drucker. Dès lors qu'ils vont avoir un petit bobo, ils vont penser qu'ils vont mourir et ils vont aller engorger les urgences où il n'y a plus de médecins. Ils vont demander à se faire euthanasier à l'âge de 13 ans parce qu'ils sont dépressifs. Et puis après, ils vont apprendre à se foutre un doigt dans le cul à l'âge de 5 ans. Alors, si c'est ça l'avenir, moi je dis non. Et je le gueulerai tant que je le pourrai et le voudrai. Et personne ne m'empêchera de le faire, surtout sur ma chaîne YouTube. 2023, on a eu le droit à une espèce d'exposition, vous savez, par une artiste au Palais de Tokyo, Myriam Khan, qui a exposé une œuvre montrant une scène
clairement de fellation, hein, d'un Oui, oui. enfant à un adulte. Vous vous souvenez sans doute Oui, de oui. tout ça. Et pourtant, tout le monde a pris sa défense jusque à la ministre de la Culture de l'époque, Rima Abdul-Malak, le président de la République aussi. Qu'est-ce que c'était ça? C'était un pied de nez à tout le monde, à tous les citoyens, à tous les Français, en disant, bah voilà, publiquement, on vous dit que voilà, c'est de l'art et qu'on peut mettre ça vis-à-vis de tout le monde publiquement, afficher Ouais. ça publiquement. Ah ben c'est absolument scandaleux, mais ça ressemble tout à fait à ce qui avait été fait 20 ans plus tôt ou plus dans Libération, où il y avait, c'était pas une photo, c'était un croquis fait par un de leurs dessinateurs, où c'était une fellation réalisée par une enfant sur un adulte. Et vous voyez, et à l'époque, c'était absolument accepté. Et là, que ça soit encore accepté aujourd'hui dans un soi-disant, dans une soi-disant exposition artistique, ben ça en dit long justement sur le chemin qui reste à parcourir pour que la pédocriminalité soit endiguée en France. Alors, il y a le rôle de la justice. Là, vous en parlez longuement. Le rôle de la justice qui est complètement défaillante. Vous donnez quelques chiffres. Vous dites, je vous cite, le viol de mineurs en France présente un tableau sans appel. 0,3% seulement des victimes verra un jour le prédateur affronter la justice sans même qu'il soit toujours condamné. Ça, c'est selon le dernier bilan en 2018 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Oui. Eh bien, vous situez exactement le problème, c'est-à-dire que un père qui viole son enfant ou une mère, parce qu'il arrive, mais c'est très limité par rapport, il faut quand même le dire, c'est quand même très limité par l'écrasante majorité des hommes, plus de 90% des violeurs sont des hommes, et des incestueuses. Donc, mais il est certain que on se retrouve face à un drame considérable. La justice, tous les jours encore. Récemment, dans ma région de Besançon, il y a un adulte qui a été condamné juste à de la prison avec sursis, alors qu'il avait violé plusieurs enfants. Vous voyez, on n'avance pas là-dessus. À l'hôpital général, c'est une épouvante. C'est une épouvante. Alors, quelques exemples. Des gens rentrent dans un dortoir, ils ressortent. D'abord, le dortoir, il fait 1,65 m de haut. Même pas 1,60 m, je crois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tenir debout dans un dortoir. Bon. Et ça sent tellement mauvais que vous ressortez pour aller respirer ailleurs. Et les gens dorment là-dedans. À 6 par lit, à tour de rôle. 6 par lit, à tour de rôle. C'est effroyable. Vous arrivez à l'hôpital général avec votre bébé à la main, avec votre petit garçon ou votre petite fille à la main. Hop, on vous l'enlève. On vous inscrit et hop, on vous l'enlève. Et le bébé ou le petit, on va le mettre dans un dortoir spécial. La mortalité des enfants à l'hôpital général est un scandale. Les enfants entrent à l'hôpital général pour y être élevés, pas pour y mourir. Ils tombent comme des mouches. Qu'est-ce qu'on leur fait pour qu'ils meurent comme ça? C'est effroyable. L'hôpital général, c'est une abomination. Et toutes les plaintes sur ce qui se passe à l'hôpital général tombent systématiquement à la poubelle. Pourquoi? Parce que les plaintes, elles sont dirigées vers la justice. Hein? Bon. Un jour, il y avait dans Paris des gens qui se sont plaints de disparition d'enfants. Alors, ils vont voir le curé. Il y a un jour une dame qui va voir un curé. C'est sous Louis XIV encore. Elle lui dit, est-ce que vous pouvez lire ce mot en chair? Alors le curé il monte en chair. Il dit voilà, on se plaint de la disparition d'un petit garçon, ceci, cela. Bon. L'autorité publique intervient et dit non, dites donc, on va pas affoler les gens comme ça. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça aux prêches? Enfin, s'il y a des plaintes à porter pour des disparitions d'enfants, allez porter plainte à la justice. Les gens, ils avaient compris. C'est pas au juge qu'il fallait se plaindre.
Alors, ils avaient compris, vous n'avez pas compris. Mais en attendant, si on allait se plaindre à l'église, c'est parce que là, on savait qu'on serait entendu. Et le nombre de plaintes pour disparition d'enfants, ça tombait toujours aux oubliettes. Ça tombait toujours aux oubliettes. Alors, bon, disparition d'enfants, c'était pas bon. La grande affaire, ça va être quand même 1750. C'est pas au XVIIe siècle que c'est le plus prégnant, le plus visible. Mais voilà, tous les enfants qui entrent à l'hôpital général, ils rentrent dans un gouffre de misère, de violence, de pauvreté, et où il est interdit d'y venir voir. Et alors, les historiens enfin, les historiens que j'ai croisés, à part Henri Légy-Desgranges, mais lui, il s'est consacré à ça, donc il a bien vu. Il n'a pas vu tout ce que j'ai vu, mais enfin, il a vu quand même beaucoup de choses. Quand il y a eu des problèmes à l'hôpital général, des gens comme Voltaire, c'est pas que c'est un historien, c'est un anti-historien. Enfin, il passe pour historien et on reprend sa parole, mais pas uniquement. Il y en a plusieurs qui disent. Bon, Michelet, par exemple, pareil, c'est monstrueux. Il y avait des horreurs à l'hôpital général. Heureusement que les juges étaient là, ça aurait été pire. Non, non. C'est pas heureusement que les juges étaient là, c'était les juges qui couvraient toutes ces atrocités, et ils se servaient de l'hôpital général comme de leur bordel, et pas uniquement. Ils avaient tous une maîtresse à l'hôpital général. Les officières à l'hôpital général, elles avaient en général comme amants un prêtre et un juge, les deux. Hein, ils n'étaient pas là en même temps. Enfin, Voilà, bref. comme ça, c'est dit. Voilà. Il y a tellement de pognon à se faire que les enfants sont des marchandises prises à leurs parents, qui sont jugés par l'État irresponsables pour s'occuper de leurs enfants en trouvant toutes les inaptitudes possibles. Oui. Et parfois en inventant même des défauts entre guillemets aux parents pour leur dire vous n'êtes plus responsable, on va s'en charger, on est l'État-providence. Ils font même pire que ça. C'est Voilà. qu'en fait, dans chaque dossier, par exemple, quand il y a des divorces qui se passent mal, c'est souvent dans ces cas-là, on vient tout de suite piocher les enfants. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont emmener l'enfant chez le parent défaillant. Et ça encore, ça leur permet de faire des enfants réserve. Parce que quand un enfant est enlevé, il faut savoir qu'après, il y a 1 an de contrôle. Pendant ces 1 an, ils peuvent vous le retirer à tout moment pour n'importe quelle excuse. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas ton histoire, combien tu as d'enfants, qui a été placé, etc. Alors moi, je suis maman de 7 enfants. Donc, j'ai ma petite fille qui est seulement d'un père pédocriminel. Il a fait 18 mois de détention provisoire. Cet homme-là est sorti sans rien. Quand il est sorti de détention provisoire, 3 semaines après, mes enfants et moi, on se faisait tirer dessus. Il a fait les 18 mois de détention provisoire parce que j'ai eu viol, séquestration, acte de barbarie de 2016 à 2020. Ensuite, quand il est sorti en 2022, donc nous avons le JAF qui s'est permis de lui redonner une autorisation d'autorité parentale. Ce qui a permis qu'en fait, il a le droit de voir son enfant. Il l'a vu dans une structure, donc à la passe de Saint-Grégoire, dans le 35. Ma fille s'est fait abuser dans les locaux. Donc ma petite fille à ce moment-là n'avait que 3 ans. Ensuite, moi, j'ai mis en place tous les médecins, tout ce qu'il fallait, et j'ai déposé plainte, bien évidemment, ce qui est dans la logique des choses que je pensais qui était valable à faire. Et c'est là qu'on m'a arraché ma fille. Le 6 février 2024, on réouvrait, parce qu'ils avaient classé sans suite, le dossier de ma fille. Le 6 au soir, on m'a arraché ma fille pour des cheveux entremêlés, avec un papier qui n'est pas valide. Ce qui veut dire que je n'ai pas eu un jugement normal, j'ai eu un simple papier écrit d'une juge pour enfants, qui disait de m'arracher l'enfant avec les forces de l'ordre, ce qui a été le cas. Et depuis, ça fait 17 mois maintenant que j'ai pas vu mon enfant, ni même un coup de téléphone, rien du tout. Par contre, le monsieur a eu des visites prolongées et aux dernières nouvelles, d'ailleurs, je voudrais remercier quelqu'un. J'ai eu une éducatrice donc du service donc de l'ASE de ma ville, que je dirais pas en direct, hein, parce que voilà, qui m'a appelée en urgence parce que nous avions une chef du CEDAS qui avait fait une petite organisation avec une avocate, donc l'avocate de monsieur, pour essayer de me faire passer pour folle et de pouvoir emmener la petite en vacances avec monsieur, en sachant qu'on me refuse l'interdiction de sortie de territoire et que monsieur veut l'emmener dans son pays. Voilà. D'ailleurs, il a obtenu l'année dernière, grâce à tous leurs documents, il a eu les papiers seulement en octobre l'année dernière. Et il vient de quel pays, si c'est pas indiscret? Tunisien. Il est tunisien.
D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est connu. Donc il a un dossier en Tunisie, il l'attend de pied ferme. En Algérie aussi, parce que les pays étrangers m'ont plus soutenu sur ce côté-là. Ah oui, c'est vrai, tu il est m'avais dit en privé ça, c'est-à-dire qu'en fait les autres pays soutiennent plus que la France elle-même. C'est ça. C'est ça.